Et voilà, c'est un archet, c'est une petite baguette de bois, ça n'est que cela et c'est probablement beaucoup plus. Cet archet en particulier est un instrument qui a été fabriqué par Dominique Pécat, qui était un maître archetier du siècle dernier et qui a été considéré avec François Tourte comme le Stradivarius des archets. L'instrument a beaucoup d'importance pour la production du son lui-même, autant d'importance que le violon, et on peut le considérer comme le prolongement du bras du violoniste. Et vous allez voir tout de suite que selon que je joue une œuvre comme le concerto de Tchaïkovski, une mélodie purement chantée, ou bien que je joue cet endroit extraordinaire dans la cadence du concerto de Mendelssohn, l'endroit où l'orchestre va reprendre et jouer le thème du concerto. Vous voyez en tout cas que l'utilisation de l'archet est complètement différente. De la même manière, dans une même œuvre, comme dans une fugue de Bach par exemple, je peux donner un effet musical qui est complètement différent selon que je joue à la pointe de l'archet ou bien au talon. Et vous allez voir que l'effet musical est complètement différent, dans une fugue de Bach par exemple.
Mais il y a certains moments où l'archet n'a plus qu'un rôle subsidiaire, où il sert en fait à imiter le son produit par les doigts de la main gauche lorsqu'il pince la corde, comme dans ce Caprice de Paganini. Étienne Vatelot, ce n'est pas le luthier que nous venons voir, mais l'auteur d'une véritable encyclopédie sur les archets. L'archetterie est un domaine à peu près inconnu. Oui, il est très peu connu. Il était beaucoup plus d'ailleurs au XVIIIe siècle que de nos jours. C'est-à-dire qu'avant, les luthiers faisaient les archets jusqu'au milieu du XVIIIe. Et puis après, les artistes se sont rendus compte que vraiment la technique de l'archet était quelque chose de tout à fait spécial et qu'il fallait faire un objet qui puisse permettre certaines choses comme le staccato, comme les sons tenus, qui y ait donc une certaine souplesse, une certaine résistance, une certaine balance. Et c'est de là que s'est fondée la Corporation des archetiers qui a pris naissance à peu près vers 1760. Avant, c'était un domaine qui était... Est-ce que Stradivarius, par exemple, faisait ses propres archets? Bien sûr, oui, faisait ses propres archets. Hélas, on n'en a pas du tout de spécimens parce que justement, ça n'était pas à ce moment-là une œuvre d'art. C'était quelque chose qui accompagnait le violon à un point, c'est tout. On ne pouvait pas savoir ce qu'on allait faire avec l'archet. Alors, ça veut dire que le violon a eu... on a fabriqué des violons admirables, Oui. Qui ne pouvaient pas être joués. Si, ils étaient joués, mais disons d'une façon plus restreinte, si vous voulez, n'en avait pas toutes les possibilités de l'instrument. Et alors, quelle a été cette révolution? Qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire? Eh bien, il s'est passé ceci, c'est que l'archet d'abord était un archet courbe, mais courbe dans le sens de l'arc, et que petit à petit, cet arc s'est aplani pour devenir droit, puis cambré de l'autre côté. C'est à l'époque à peu près de 1750 que les Duchesne, que les Louis Tourte ont transformé petit à petit l'archet. La forme de la tête était une forme en forme de H, n'est-ce pas? Et la hausse était fixe. Mais quel est l'avantage de la cambrure par rapport à la courbure? Eh bien, la courbure donnait la possibilité à l'instrumentiste de pouvoir embrasser 4 cordes à la fois. Et ensuite, comme on n'a pas joué les 4 cordes à la fois, mais par contre, on avait besoin de sauter davantage à l'archet, la cambrure, de l'autre sens, donne beaucoup plus de possibilités. Également, sur la tenue de l'archet, pour les sons longs, on est obligé d'avoir une baguette cambrée dans l'autre sens, la tenue est bien meilleure.
Mais cette révolution dans le domaine de l'archer, ça s'est passé finalement donc, en très peu de temps, et ça a été le fait de quelques hommes. C'était le fait de quelques hommes, surtout de Louis Tourte, car justement dans le livre que j'ai fait, j'explique comment Louis Tourte a pu faire varier l'archet petit à petit pour l'amener avec son fils à sa terminaison, si j'ose dire. Parce que ensuite François Tourte, ce qu'on a appelé le Stradivarius de l'archet, a ensuite bénéficié des conseils de son père et fait l'archet pratiquement définitif. C'est ça. Alors, tout ça, ce sont des noms oui. qui sont complètement inconnus, finalement, sauf des quelques spécialistes. Oui, c'est vrai. Mais enfin, il est tout de même étonnant de savoir que dans le monde musical, Tourte est connu du monde entier, que Peccat est connu du monde entier, et que tous ces artistes étaient des archetiers français. J'ai ici un document tout à fait exceptionnel, qui est une lettre de Paganini adressée à François Lupeaud à Paris, en lui demandant, en lui faisant des compliments sur l'archet qu'il lui avait envoyé. Donc, Paganini, qui était le virtuose de l'époque, commandait déjà ses archets en France. L'archet, c'est un instrument aussi subtil oui. dans sa fabrication oui. qu'un violon. Bien sûr. Et à Mirecourt s'est fondée cette corporation des archetiers quand on pense qu'avant la Révolution de 1789, il y avait plus de 40 ou 50 archetiers à Mirecourt. Avant la Révolution? Oui, avant la Révolution. Après, évidemment, il est descendu quelques têtes et la corporation s'est particulièrement réduite. Monsieur Lotte, j'imagine que pour faire ce métier d'archetier, avant tout, il faut être amoureux du bois. Ah oui. Vous avez du bois chez vous? Comment est-ce que vous faites pour vous en procurer? Le bois de Pernambouc, hein, les archets sont faits, la plupart des archets sont faits en bois de Pernambouc. Nous l'achetons à des maisons qui l'importent même du Brésil. Est-ce qu'il y a vous avez du mal à vous en procurer actuellement? Non, il y a des offres, mais le plus difficile à trouver quand même, c'est la qualité nécessaire à faire les archets de belle qualité que moi, je fais actuellement. Oui. Alors, comment est-ce que vous pouvez reconnaître un bon bois d'un mauvais bois? Un bois de bonne qualité, premièrement, il est très dense, c'est-à-dire lourd.
de couleur rouge à rouge foncé. Recueillis, il y a certains bois qui sont pâles, qui sont aussi de bonne qualité. Mais, première qualité, un bois très nerveux, donc il ne soit pas poreux. Mais quand il est en grosse bille, comment est-ce que vous pouvez voir qu'il est nerveux? C'est très difficile. On peut prélever un morceau sur la bûche, un copeau, pour voir le gras du bois, mais souvent ça ne suffit pas. Parce que ce sont des bois qui sont la plupart du temps avec beaucoup de défauts. Alors il y a des nœuds cachés, des coupures, des gerçures. Alors quand on arrive, on ouvre une bûche, et souvent, quelquefois, alors là elle est entièrement au déchet. C'est une mauvaise surprise pour vous lorsque ça arrive ici. Oui. Ah oui, malheureusement ça arrive trop souvent, puisqu'il faut compter 70% de déchets. Qu'est-ce que vous faites avec les déchets alors? Ah ben ça va au feu. Alors c'est très curieux parce que les archets de la fin du XVIIIe et du début du XIXe, qui étaient en Pernambouco, avaient la chance d'avoir une densité différente du Pernambouco que l'on trouve maintenant. Parce que le Pernambouco était coupé en lisière des forêts, et donc au soleil il poussait très doucement. Par contre, maintenant que le Pernambouco est utilisé à des fins industrielles, on coupe dans la forêt qui est très humide, le Pernambouco pousse beaucoup plus vite et la qualité du bois s'en ressent. Alors le grand problème pour les archetiers maintenant, c'est de trouver du bon Pernambouco, ce qui est rare. Et alors en dehors du bois, on n'a jamais essayé de faire des archets avec un autre matériau? Je crois que des archets ont été tentés dans d'autres matériaux, si même en fer, puisque à l'époque de Villaume a essayé de faire des archets en fer. On a essayé le plastique aussi. Aux États-Unis, on a essayé le plastique. Et alors, la chose importante, c'est que chaque artiste a une main. Cette main est faite pour une baguette, pas pour l'autre. Si vous donnez une baguette plastique ou une baguette en métal, c'est le stylo unique, si vous voulez. C'est la même plume. Or, chacun a une manière différente d'écrire. Ouais. Et si un luthier peut conseiller un artiste sur le choix de son violon, il ne peut en aucun cas le conseiller sur le choix de l'archet parce que c'est vraiment personnel. Chaque main est différente. On a tel ou tel archet à jouer, pas un autre. Et alors, c'est tellement évident que certains grands artistes, Milstein par exemple, un jour est venu ici, et ça est tellement évident que ça a une répercussion sur le jeu et sur la sonorité. Car un jour, Milstein est venu, et j'ai été dans mon atelier, il a joué, je lui avais préparé quelques baguettes, et brusquement, on a entendu une sonorité tout à fait extraordinaire. Je me suis déplacé, je suis venu au magasin pour voir, et je lui ai dit, mais vous avez changé de violon, Nathan? Elle me dit, pas du tout, j'ai repris mon François Tourte. Il y a une centaine d'années, Mirecourt, avec tous les archetiers qu'il y avait à Mirecourt, on achetait, c'était plusieurs dizaines de tonnes de bois qui arrivaient à Mirecourt. Alors donc, sur une quantité pareille, on arrivait quand même à avoir des bois de très bonne qualité. On en choisissait, même tant qu'il n'y en avait que 10%, ça faisait quand même pas mal. Alors qu'aujourd'hui, le nombre des archetiers étant très restreint, bon, quand on a acheté, pour ma part, 500 kilos de bois,
Eh bien, je ne peux pas en trouver 450 d'extra. Là, c'est pas possible. Et ce bois que vous achetez n'est pas... vous le traitez au bout de combien de temps? C'est-à-dire qu'une fois que les baguettes sont sciées, il lui faut plusieurs années, 6 ou 7 ans de séchage. Ah oui, et donc vous n'utilisez jamais du bois ancien, du bois qui a 50 ans par exemple? Ah, ben quand on peut en trouver ici, mais c'est rare. Hein. Pourquoi, c'est du meilleur bois? Non, on est sûr qu'il est bien sec, c'est tout. Et vous travaillez seul ici, vous n'avez pas de... Non, maintenant je suis tout seul. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas un problème aussi du fait que le bois pouvait être travaillé par beaucoup de personnes? Est-ce que, justement, on pouvait se permettre des baguettes de différents calibres, différents calibres de qualité? De qualité, oui. C'est ce qu'on faisait encore, même du temps de mon père, quand on était encore plusieurs à l'atelier. Les baguettes de moindre qualité étaient utilisées pour faire des archets d'études. Christophe Schaeffer, Valence. Martin de Villers, Paris. Gilles Duhaut, Lunéville. Mère Jean-Pascal, Aix-en-Provence. Jean Grimberger, Ménil-Saint-Denis. Stéphane Tomachot, Versailles. Philippe Bonaldi, Paris. Claude Aldidier, Mirecourt. Monsieur Houchard, vous êtes petit-fils et fils d'archetier. Avant de devenir professeur au lycée de Mirecourt, ici dans les Vosges, vous étiez archetier vous-même? Oui, disons que j'ai commencé l'apprentissage à l'âge de 13 ans. J'ai travaillé donc chez mon père. Après, mon père s'est établi à Paris. J'ai travaillé à Paris plusieurs années. Après, j'ai eu un petit arrêt pour cause de service militaire. Et quand je suis revenu, mon père qui était à New York à ce moment-là, en Amérique, j'ai trouvé une place en Suisse chez un grand luthier de Genève, où je suis resté 21 ans. Et votre père, lui-même, travaillait en Amérique? A travaillé 15 ans en Amérique, oui. C'est-à-dire que le renom de l'école française faisait que les Américains venaient chercher des archetiers? Disons, c'est après la guerre, donc au début de la libération, mon père a eu la visite de plusieurs violonistes américains qui étaient dans l'armée, du reste, l'armée américaine. Et il a aussi contacté M. Menuhin, enfin c'est M. Menuhin qui l'a contacté plus exactement, et qui lui a suggéré d'aller travailler en Amérique, parce qu'il n'y avait pratiquement pas d'archetier. Vous êtes donc professeur ici, dans cette école à Mirecourt. Quelle est la spécialité de Mirecourt? La spécialité de l'école, vous voulez dire Oui. Ici, nous avons une classe de lutherie et une classe d'archetterie. Et la classe d'archetterie est la seule au monde. Alors qu'il existe d'autres écoles de lutherie en Allemagne, en Suisse, en Italie. Et donc tous les étudiants qui sont ici pour les archers vont après pouvoir exercer leur activité partout dans le monde? Ils doivent faire des stages après 3 ans d'école, ils font 3 ans de stage. Et après, ils peuvent s'établir ou partir s'ils veulent. On a besoin d'archetiers un peu partout. La baguette, c'est ceci. La hausse, la voilà. Elle est, comme je vous l'ai dit, en ébène ou en écaille, et c'est un petit chariot, en réalité, avec un écrou intérieur qui recule lorsque l'on visse le bouton. La hausse recule et la mèche se tend. Voilà le système, le principe. Et toutes ces pièces, bien entendu, sont faites entièrement à la main. Ceci, c'est ce qu'on appelle la tête de l'archet. Ça, c'est l'arrière de la baguette, le bouton et la hausse. La hausse est composée de plusieurs parties. On peut la démonter, par exemple.
elle est composée à l'intérieur d'une mortaise qui reçoit la mèche et qui est calée. On ne peut pas voir maintenant, mais enfin, on peut très bien dévisser la hausse. On aperçoit l'écrou et la mortaise intérieure. Voilà comment se compose le mécanisme de l'archet. Alors, la hausse n'a pas un intérêt direct dans le... Elle n'a pas un intérêt direct, seulement au point de vue poids, elle a un intérêt direct. Et puis le dégorgement, cette partie-ci, n'est-ce pas, à l'endroit du pouce, elle diffère sur chacun des archetiers. Par exemple, voilà un Voirin, n'est-ce pas, voilà, pardon, un Dominique P4, et le dégorgement ici est très profond. Voilà une monture en écaille et en or, et ici, voilà une tête qui est une tête carrée, ce qu'on appelle une tête marteau. Oui. Par contre, un Voirin, par exemple, a un dégorgement ici plus ouvert et a une tête plus fine et plus ronde. Au fond, ils ont tous une tête. Et pour l'expert, il s'agit de définir par la forme de la tête, les joues, par la forme de la hausse, par le creusage de la hausse, par la forme du bouton, quel est l'auteur qui a fait cet archet. Je vais te dire ça tout de suite. Enfin là, c'est encore un peu gros, hein, tu vois. Là, il faut encore en enlever un petit peu. Hein, Là, ça va, tu le laisses comme ça. Hein. Le pan aussi, ça va pas trop mal. Hein. Tu regarderas, il est là, un tout petit peu de travers, là, à gauche. Hein. On donnera un petit coup de dressage. Hein. À la cambrure, c'est très délicat. Il y a des archets qui sont plus ou moins cambrés, il y en a qui sont cambrés, n'est-ce pas, tout de suite derrière la tête. Il y en a d'autres dont le plat se prolonge plus longtemps et ensuite ont davantage cambré. Ça, c'est très, très particulier à chaque auteur. Il s'agit d'aboutir à quoi, en fait? Il s'agit d'aboutir à une résistance, une élasticité, un équilibre. L'archet ne doit pas trembler sur la corde. La cambrure y est pour beaucoup.
Oui, c'est souvent la première question. On dit toujours qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'archet? Ben, c'est la mèche. Alors la mèche est composée d'un certain nombre de crins. Il y a à peu près 5 à 6 grammes, si vous voulez, de mèche. Alors le crin, eh bien, c'est du crin de cheval. Alors il doit être résistant. Vous voyez, on peut tirer dessus, et en même temps, il faut qu'il soit un peu élastique. Au bout d'un certain temps, il casse, bien entendu, quand il est très sec ou quand il est acide. Alors c'est très curieux parce que le crin, hein, il doit s'allonger un petit peu, voilà. Ensuite il casse. Et alors, ce crin vient des chevaux, en général des chevaux de Sibérie ou des chevaux canadiens. Alors, quand un artiste qui voyage beaucoup vient vous demander une mèche, quand il vient d'Amérique, il dit « Est-ce que tu as du crin russe ?» Et puis quand les Russes viennent à Paris, il dit « Est-ce que tu as du crin canadien ?» De toute façon, le crin arrive au Havre, et en connaître la provenance est extrêmement difficile. Et difficile également de juger de la qualité parce que c'est en botte de 1 ou 2 kilos. Et on en tire un, on regarde s'il a les caractéristiques du bon crin, c'est-à-dire élastique, résistant. Et puis quelquefois, il se promène un petit peu des crins de jument. Alors les crins de jument sont acidifiés et cassent tout de suite. Alors faire très attention de pouvoir tomber sur une botte de crin qui est vraiment du crin de cheval. Ça va, elle aurait été un peu plus creusée, disons qu'elle aurait été peut-être plus élégante, oui. Dans l'ensemble. On va corriger la prochaine fois. C'est son cambrage. Christophe, vous allez essayer? Oui, bien sûr. Merci. Jean-Pascal a une bonne attaque, l'archer. Là, très très bon staccato, à mon avis. Mais est-ce qu'avec un bon bois qui est donné à 2 archetiers différents, ou à un archetier qui connaît bien son métier et à un archetier débutant, la baguette sera complètement différente? Oui, enfin, il y aura une question, je ne parle pas seulement de la question du travail, mais une question de poids, peut-être, de grosseur. Comment est-ce que vous arrivez, par exemple, pour le poids, à répartir ce poids de manière correcte? Bah, disons, ça c'est tout à fait une question d'œil, parce que tout se fait à l'œil chez nous. Est-ce qu'il y a une différence dans les problèmes de fabrication entre les archers de violon et ceux de violoncelle? La fabrication est pratiquement la même, à part que l'archet de violoncelle est légèrement plus court, il est plus gros, et bien sûr plus lourd. Et cela parce que simplement le poids
à donner sur les cordes du violoncelle est plus grand? Je pense que c'est pour ça, certainement. Monsieur Lotte, quand et pourquoi décidez-vous d'utiliser de l'or? Les premières baguettes, qui sont de qualité moyenne, seront gardées pour faire des archets Melchior. Les meilleures baguettes seront montées argent. Et lorsqu'on arrive à trouver une baguette de qualité sensationnelle, on la réserve pour faire une monture en or. Or ébène ou or écaille. Et ça n'aura aucune influence sur le poids? Ah non, non, non. C'est à nous de faire le poids demandé par le musicien. Comment est-ce que vous allez savoir exactement ça? En cours de fabrication, on a nos petites balances. Et en cours de fabrication, on sait que la baguette devra faire, par exemple, en cours de polissage, en cours de travail, 55 ou 56 grammes pour être terminée à 60 ou 62 grammes selon la demande du musicien. Pour un même archetier, je pense qu'il y a des baguettes qui sont quand même plus ou moins réussies. C'est exact. On parle toujours des grands archetiers. Il y a des archets d'ailleurs de toute catégorie. Il n'y a pas que des grands archetiers, mais il y a également des baguettes qui sont très bien faites et qui sont à des prix tout à fait abordables, heureusement. Mais enfin, on jongle un petit peu avec les prix. Et ça n'est pas parce que c'est une baguette de François Tourte qu'elle est obligatoirement supérieure à toutes les autres baguettes. Il faut tout de même se rendre à l'évidence. Il y a des chefs-d'œuvre dans chaque chose. C'est comme pour les peintres, comme pour les sculpteurs. Et un jour, je me souviens, il y avait une histoire amusante. On a proposé à David Oistrakh un archet qui était de François Tourte, mais une baguette très molle, de mauvaise qualité. Et la personne lui a dit, ça n'est pas cher, vous savez, ça ne vaut que 6 000 $. Pour un François Tourte, effectivement, c'était un prix très raisonnable. Enfin, 6 000 $, c'est quand même une somme pour un archet. Et alors, à ce moment-là, Oistrakh a essayé l'archet, et il a dit au propriétaire, mais où est le violon? Il avait raison, il n'était pas dupe de ce genre d'affaires, car en violon comme en archet, il ne faut pas être snob, il faut savoir choisir. Vous êtes étudiant à l'école d'archéterie de Mirecourt. Oui, oui, je suis resté 3 ans et maintenant je fais une 4e année ici. Vous êtes en fin d'études alors? Oui, oui, ça y est. J'ai terminé les études à l'école et puis maintenant je commence mon apprentissage.
qui durera 3 ans. Parce que l'apprentissage, ce n'est pas la même chose que le... Ben, à l'école, on apprend progressivement à faire des archets, et les 3 ans, enfin pendant 3 ans, et ensuite on en fait, puis on se perfectionne. Parce que vous n'êtes pas en mesure de vous établir maintenant? Oh non, non, pas du tout. Pourquoi? Pour des raisons... Ben, de technique, de maîtrise, et puis parce qu'on n'a pas vu assez d'instruments, pas assez de... On n'a pas fait les grandes réparations, on n'a pratiquement rien vu, quoi. Enfin, on sait faire des archets, on a appris à faire des archets, mais il manque encore beaucoup de choses, quoi. Vous estimez qu'après 4 ans d'études, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre? Oh oui, de toute façon, on apprend pratiquement tout le temps, ça dépend, puisque on n'a pratiquement jamais le même bois. On ne sait pas du tout, quoi. Chaque fois, c'est un petit peu différent. Il faut réfléchir un petit peu sur ce qu'on doit faire. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être archetier? Ben, à l'origine, j'avais pas décidé. Disons, je voulais m'occuper des instruments, quoi. Enfin, du bois, puis du rapport artisan et musique, quoi. Mirecourt, patrie de l'archéterie française, retrouvera-t-elle sa place? Dans la tradition des Bazin, Lotte, Morisot et Houchard, une jeune génération reprend le flambeau. Est-ce que vous aurez fini vos années d'apprentissage ici? Qu'est-ce que vous comptez? Où est-ce que vous comptez vous installer? Je compte, enfin, je veux d'abord terminer mes études, mes années d'apprentissage ici, et puis après en France et à l'étranger, chez différents luthiers. Ensuite, j'aimerais bien retourner à Mirecourt, venir m'installer à Mirecourt. Et vous croyez donc que si d'autres archetiers et des luthiers reviennent, ça peut redonner une vie à la tradition? Ben oui, c'est sûr, c'est certain. Mirecourt a toujours connu la lutherie, enfin depuis pas mal de temps a connu la lutherie et l'archetterie. Ça a baissé un petit peu, mais dès qu'il y aura de nouveau des luthiers, des archetiers, les musiciens reviendront. Ça leur fera même plaisir de revoir Mirecourt se remonter.
Thank you.